فنبدأ بالأول، ويمكن معاه حضراتكم الجدول بتاع المحاضرات، وده يمكن في موضوع مهم جدا اللي هو موضوع انتهاء اتفاقية المنسوجات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها الصبح، اللي هي في يناير 2005. فهو هتكلم على dismantling of the multi-fibers agreement, impact, economic issues and strategy for the Mediterranean countries. اللي هيتكلم مستر جين فرانسوا لي دانتور، President of the Euro-Mediterranean Textile Clothing Managers Circle, CEO of Texas Consulting, a consulting company based in Paris, France, and specialized in textile clothing development strategies. Jean-François Lidantour is the former General Director of the French and the European Clothing Industries Associations, and the former President of the European Textile Clothing Observatory in Brussels, Belgium. He has also been President of the French Textile and Clothing Promotion Centers for North America and Middle East. زي ما احنا شايفين يعني تاريخ ما شاء الله، تاريخ طويل، خبرة واسعة في مناصب مختلفة خاصة بالملابس، سواء في التصنيع أو سواء في الترويج أو غيرها من الموضوعات. نسعد بيه. And please start. Thank you, Mr. President. If you like to speak from there, okay. فرنساوي بقى. Bien, as the President told you, my speech will be in French. Pendant 40 ans, les industries occidentales ont été protégées par des quotas. Comme vous le savez, les quotas ont été supprimés au 1er janvier 2005. Et ceci va avoir des conséquences très importantes sur l'activité et l'emploi des secteurs textile-habillement, non seulement d'Europe et des États-Unis, mais également sur l'activité de leurs partenaires, notamment de leurs partenaires traditionnels, que sont les pays méditerranéens. Donc je propose que l'on voit en 25 à 30 minutes quels impacts vont avoir ces processus de démantèlement des quotas et quelle stratégie de réponse on peut imaginer au niveau des pays méditerranéens pour faire face aux défis de la mondialisation des marchés et aux défis de l'Asie, et en particulier de la Chine, dont on parle beaucoup actuellement. Tout d'abord, quelques mots peut-être pour caractériser le secteur euro-méditerranéen textile-habillement. Ce qui frappe, c'est l'importance des échanges. Tout d'abord, le fait que l'Union européenne exporte beaucoup de produits textiles vers ses partenaires méditerranéens, notamment pour faire des opérations de sous-traitance. En 2004,
l'Union européenne a exporté pour 4,4 milliards d'euros vers ses partenaires méditerranéens. Et à l'inverse, c'est l'autre grande caractéristique, les pays méditerranéens ont exporté beaucoup de vêtements vers l'Union européenne en 2004 pour 13,3 milliards d'euros. Donc on voit qu'il y a une balance commerciale qui est déséquilibrée au profit des pays méditerranéens pour lesquels le textile et l'habillement constituent des activités clés pour leurs équilibres socio-économiques, tant en termes d'exportation qu'en termes d'emploi. Qui sont les principaux fournisseurs de l'Union européenne? En habillement, il s'agit tout d'abord de la Turquie. La Turquie, comme vous le savez, a une très forte et très compétitive industrie. Et malgré le fait que les salaires et les coûts salariaux turcs soient très supérieurs ou sensiblement supérieurs à ceux d'autres pays méditerranéens, eh bien la Turquie continue à gagner des parts de marché de l'Europe. J'y reviendrai tout à l'heure parce que je crois que c'est très intéressant quand on discute de stratégie. Les autres fournisseurs importants sont la Tunisie, le Maroc, puis l'Égypte, mais qui arrive un peu plus loin derrière, et enfin les autres pays méditerranéens. Ces pays méditerranéens certains d'entre eux figurent parmi les plus importants fournisseurs d'habillement. Le premier étant la Chine, qui en 2004 occupe déjà 22% du marché communautaire, et avec Hong Kong plus d'un quart du marché européen. Et ensuite, vous voyez que la Turquie a une part de marché de pratiquement 14%, suivi de pays qui se trouvent, pour certains d'entre eux, dans l'espace euro-méditerranéen, comme la Roumanie. On trouve les autres pays méditerranéens, on trouve la Tunisie et le Maroc, qui figurent encore en bonne position. Je dis encore parce que, comme on va le voir, ce sont des pays qui perdent des parts de marché actuellement de l'Europe. Vous trouverez toutes ces informations sous forme de tableaux et de graphiques qui vous seront remis par les organisateurs de la conférence. Donc je ne vais pas passer trop de temps pour vous les décrire, surtout que nous démarrons avec plus d'1 heure de retard, mais simplement pour peut-être vous dire que si l'Égypte occupe une position un peu marginale par rapport aux autres fournisseurs méditerranéens, j'ai le plaisir de constater et de vous annoncer que ces performances ont été assez remarquables en 2004, puisque ces exportations de l'Égypte ont augmenté de pratiquement 25% par rapport à 2003. Donc l'Égypte commence à regagner des parts de marché européens. Quelques indications plus précises concernant l'Égypte. En 2004, vous avez exporté pour 259 millions d'euros, ce qui représente 1,5, pratiquement 1,44% du total des importations réalisées par l'Union européenne en produits textiles, c'est-à-dire des fils, des tissus, des accessoires, des doublures, etc. Vos principaux marchés sont l'Italie, surtout l'Italie, et ensuite la Grande-Bretagne. Vous avez des pourcentages. En habillement, vous avez exporté, l'Égypte a exporté pour 336 millions d'euros, soit 0,61% du marché européen, qui lui a importé pour 55 milliards d'euros. Et vos principaux marchés sont essentiellement la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Donc vous trouverez des détails là-dessus. Alors ce qui frappe lorsque l'on regarde les chiffres, c'est de constater que depuis 2 ou 3 ans, globalement, les pays méditerranéens perdent du terrain, perdent des parts de marché
par rapport aux autres concurrents. Et ceci doit être un signal d'alarme fort pour vous, et vous devez vous interroger tous sur les raisons de cette évolution. Et j'insiste sur ce point parce que les chiffres que je viens de vous communiquer et que je vais vous montrer portent sur des périodes pendant lesquelles il y avait encore des quotas qui protégeaient le marché européen et qui en réalité vous protégeaient aussi, parce que c'était une protection contre les producteurs asiatiques. Donc la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a une perte de compétitivité, en fait, globalement, de la Méditerranée. Alors c'est d'autant plus inquiétant que les pays méditerranéens ont globalement une industrie textile et habillement qui occupe 3 millions de salariés. Et donc tout problème important pour ce secteur en termes d'emploi peut avoir des conséquences tout à fait importantes dans tous les domaines, y compris dans le domaine politique et pour les équilibres sociaux et économiques. J'ai montré ici sur ce graphique l'évolution des parts de marché sur la période allant de 1995 à 2004, et on voit très nettement que l'Asie a progressé considérablement. En fait, l'Asie, sur cette période-là, a augmenté ses exportations de 145%, alors que pendant le même temps, la Méditerranée n'augmentait, c'est bien, mais par rapport à l'Asie, c'est pas formidable, n'augmentait que de 87%. Si on regarde de manière encore plus schématique, on observe que la part de l'Asie, c'est-à-dire la Chine, le Bangladesh, le Sri Lanka, la Malaisie, etc., dans les importations européennes est passée de 44% en 1995 à 53% en 2004. Et je rappelle que le démantèlement de l'accord multifibre, dont je vais vous parler, n'intervient que depuis quelques semaines, finalement. Et pendant le même temps, on note une dégradation des performances de la Méditerranée, considérée globalement, qui passe de 26 à 24%, ainsi que de l'Europe de l'Est, les autres zones étant tout à fait marginales. Ce qui frappe également lorsqu'on regarde les chiffres, c'est la disparité des situations à l'intérieur même des différents blocs. Par exemple, on voit ici que parmi les pays asiatiques, ceux qui progressent le plus vite sont le Bangladesh, dont on parle très peu, mais qui a une très forte progression. Ici, ces courbes retracent l'évolution donc des importations européennes par grands fournisseurs entre 1999 et 2004. Et donc on voit très bien que le Bangladesh a augmenté fortement ses exportations, la Chine également, malgré les quotas. Mais ce qui est très intéressant, ainsi que l'Inde, donc s'agissant des pays asiatiques, ce qui est très intéressant, c'est de voir les performances des pays méditerranéens. Vous voyez ici que, alors que le marché européen, c'est la courbe en bleu, c'est les importations, elle augmente chaque année, mais de manière un peu faible. Il y a deux pays qui décrochent, deux gros pays fournisseurs méditerranéens qui décrochent, c'est le Maroc et la Tunisie, vous voyez, c'est les courbes du bas. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la Turquie, elle, continue à gagner des parts de marché, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays qui est plus cher que les autres. Pourquoi ces performances? Eh bien, essentiellement parce que la Turquie son industrie de l'habillement peut s'adosser à une industrie textile très puissante, très performante, qu'il s'agit de grandes entreprises, très intégrées généralement, avec des managers de grande qualité. Beaucoup de dirigeants turcs ont fait
grandes écoles anglaises ou des universités américaines. Et donc, ils réussissent, malgré tout, et grâce aussi à un soutien important de l'État. Les pouvoirs publics turcs aiment leur industrie textile habillement. Je ne sais pas ce qu'il en est ici en Égypte, mais elle l'aime au point de la soutenir financièrement dans ses efforts d'investissement et de promotion, y compris en organisant des centres de promotion dans certains marchés extérieurs. Lorsque l'on regarde la situation au niveau de certains produits, alors là je vais juste vous montrer 2 ou 3 parmi les principaux produits, on observe également des évolutions très différenciées. Par exemple, vous voyez ici que la Turquie et la Roumanie ont des progressions importantes, alors que le Maroc et la Tunisie sont plutôt en baisse, et que la Chine, à cause des quotas, n'a pas pu développer ses exportations jusqu'en 2004. Et on va voir que ça change beaucoup après. L'autre produit important, c'est les t-shirts. Alors on a à peu près les mêmes genres de courbes, avec notamment la Turquie et la Roumanie qui progressent très très fortement, mais quand même d'assez bonnes performances de pays méditerranéens comme la Tunisie et le Maroc. Même chose pour un des 3 grands produits importés par l'Union européenne, c'est-à-dire les pullovers et les chandails, où on observe que les situations sont extrêmement différenciées. Donc je ne vais pas insister parce que encore une fois vous aurez les chiffres et vous pourrez avoir ces graphiques. Alors comment se situe aujourd'hui la compétition entre l'Asie et les pays de l'espace euro-méditerranéen? Eh bien, globalement, on peut considérer que les pays méditerranéens, et bien sûr européens, souffrent globalement de 2 problèmes: des coûts de production, des coûts de confection qui sont élevés par rapport aux coûts qui sont observés en Asie, et des coûts d'accès aux matières, c'est-à-dire notamment aux tissus, qui sont également beaucoup plus élevés que les prix qui sont offerts en Asie. On parle souvent des différences de salaire, on oublie souvent les différences de coûts des matières. Ce qui me fait penser d'ailleurs que l'Égypte a certainement un potentiel important à développer, parce que l'Égypte a une industrie textile qui est tout à fait importante. À l'inverse, parmi les avantages et les atouts de la Méditerranée, c'est essentiellement cette capacité à réagir très vite, être très flexible et avoir des délais rapides. C'est peut-être intéressant de passer quelques secondes ou quelques minutes sur ces questions-là. Je montre ici les niveaux de ce que l'on appelle des coûts minutes, c'est-à-dire le coût que représente l'ensemble des opérations de fabrication d'un produit. Eh bien, lorsque ce coût en France, actuellement, dans l'industrie de l'habillement, il est d'environ 0,37 € par minute, il est de 0,11 € en Tunisie ou au Maroc, je crois qu'il est encore plus bas en Égypte, mais en Chine, il n'est que de 4 centimes d'euros, 0,04 €. Donc là, avec ça, je crois qu'on mesure assez bien le gap et le handicap que peuvent avoir les pays méditerranéens par rapport aux pays asiatiques. Si bien que, si on prend cet exemple que je vous donne maintenant, d'une chemise haut de gamme, eh bien, considérant qu'il faut 40 minutes pour la fabriquer, elle va revenir à 14,8 € en France, à 4,4 € en Tunisie ou au Maroc, peut-être également en Égypte, aux alentours de 4 €. Je parle des opérations de confection, hein, et seulement de 1,6 € en Chine. Si bien que, si on fait une analyse un peu schématique,
eh bien, on peut dire que pour le prix d'une chemise fabriquée en France, le distributeur, il peut en avoir 3 ou 4 fabriquées en Tunisie ou en Égypte, et il va pouvoir en avoir 10 ou 11, peut-être même un petit peu plus, s'il va s'approvisionner en Chine ou en Inde. Donc, ces chiffres qui reposent sur des analyses précises que je viens d'effectuer illustrent bien l'ampleur des menaces qui pèsent sur le secteur. Même chose en ce qui concerne les coûts d'accès des tissus. Comme vous pouvez le voir ici, pour un tissu dit double retors, tous les confectionneurs savent de quoi il s'agit, donc c'est un tissu haut de gamme, on le trouve en Italie à 8 € le mètre à peu près, on le trouve à 7 € en Turquie, mais on le trouve à 5,5 € en Inde. Donc là aussi, il y a des handicaps qui pèsent sur les producteurs méditerranéens dans la mesure où ils ne peuvent pas faire leur sourcing en matière dans leur propre pays. Et vous verrez, je vous laisserai découvrir les détails de cette analyse, que finalement, dans les structures de prix, on voit que lorsqu'un produit, et c'est la case qui est tout à fait à droite, lorsqu'un produit est fabriqué par exemple en Chine avec des tissus chinois, eh bien le même produit procure une marge pour l'importateur de plus de 30 € pour un prix gros de 45 €, alors qu'elle n'est que de 14 € si le produit est fabriqué en Europe, ou de 24 € à peu près si le produit est fabriqué en Tunisie ou au Maroc avec des tissus européens. Autre différence importante pour bien comprendre l'impact du démantèlement de l'accord multifibre, ce sont les problèmes de logistique et de coûts. Alors là, à l'inverse de ce que je vous ai montré pour les coûts de confection, les délais d'acheminement des marchandises d'Asie vers l'Europe sont beaucoup plus longs que les délais qui existent entre les pays méditerranéens et l'Europe. En moyenne, il faut compter à peu près 1 mois pour acheminer une marchandise par bateau de Haiphong ou de Shanghai, alors qu'il faut que 3 jours pour les envoyer à partir de Marseille, et je crois qu'il faut à peu près 5 jours pour les expédier à partir d'Égypte, vers les principaux marchés. Donc, ceci suggère tout naturellement qu'il faut jouer la carte du circuit court et de la réactivité, parce que dans ce domaine, vous êtes bon. Mais, bien entendu, il faut vous organiser pour pouvoir être performant dans ce domaine. En ce qui concerne les délais de la réactivité, notez aussi que ce que l'on appelle le working process, c'est-à-dire la durée totale entre le moment où on passe une commande et le moment où les marchandises arrivent sur le marché européen, eh bien, si vous travaillez avec des Asiatiques, ce délai est aujourd'hui en moyenne de 4 à 6 mois, alors que pour les pays méditerranéens, on parle généralement de 3 à 4 semaines. Donc là, il y a des avantages compétitifs intéressants pour les pays méditerranéens, avantages qu'il faut cultiver, bien entendu. Alors, parlons maintenant de l'impact prévisible de cet accord, du démantèlement de cet accord multifibre. Tout d'abord, l'impact en ce qui concerne les parts de marché. C'est une erreur que de considérer que l'Asie va gagner, l'Europe va perdre ou la Méditerranée va perdre. En réalité, il va y avoir des situations très diversifiées à l'intérieur de chacune des zones. Il va y avoir des vainqueurs et des perdants. En Asie, bien entendu, ceux qui vont surtout gagner, c'est la Chine, et puis les pays qui lui sont directement associés,
c'est-à-dire Hong Kong et Macao. Mais il y a également d'autres pays qui vont en profiter, c'est notamment, dont on parle moins, c'est notamment l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et sans doute le Vietnam, qu'on considère comme un petit dragon, mais dont les dents commencent à pousser très vite. Ceux qui vont perdre, à l'inverse, en Asie, c'est pratiquement tous les autres pays qui commencent d'ailleurs déjà à perdre des parts de marché, comme la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie, bien entendu les autres pays qui sont déjà très chers, comme la Corée et Taïwan. En Europe, globalement, les industries textiles habillement vont perdre des emplois et perdre des parts de marché, mais c'est déjà le cas depuis des années, donc le trend que nous observons va se poursuivre. En ce qui concerne l'Europe de l'Est, seuls 3 pays vont pouvoir continuer à gagner des parts de marché. Et je crois que c'est intéressant de bien le noter, parce que ce sont vos concurrents directs, finalement. Il s'agit de la Roumanie, qui sert aujourd'hui de première base de sous-traitance de l'Italie, et dont les salaires sont sensiblement plus bas que ceux, par exemple, de la Tunisie et du Maroc. Et il s'agit de la Bulgarie et de l'Ukraine. Juste un mot en passant sur ce pays, de l'Ukraine, pour vous dire qu'aujourd'hui, les salaires mensuels d'une ouvrière de confection sont de l'ordre de 50 €, c'est-à-dire, on va dire, $60, toutes charges comprises. Et c'est d'autant plus préoccupant que c'est un fournisseur qui est à proximité immédiate des grands marchés européens comme l'Allemagne ou comme l'Italie. Enfin, en ce qui concerne la Méditerranée, il est vraisemblable que les pays qui vont réussir à conserver ou accroître leur part de marché seront la Turquie. Je l'espère pour vous, parce que j'ai vu qu'il y avait des programmes qui étaient mis en œuvre, des programmes importants de mise à niveau, l'Égypte. J'ai quelques craintes pour le Maroc et la Tunisie. Alors, en ce qui concerne les volumes, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, certainement que le démantèlement des quotas ne va pas provoquer une augmentation du marché. Ce n'est pas parce qu'on supprime des barrières quantitatives que le marché va augmenter. Par contre, ça va provoquer des modifications très importantes dans les flux de marchandises. Le meilleur exemple, c'est celui des parkas. Les parkas, vous savez ce que c'est, ce produit qui est beaucoup acheté en Europe. Eh bien, jusqu'en 2001, les parkas qui étaient exportés par la Chine étaient sous quota, c'est-à-dire ils étaient limités par des quotas. L'Union européenne a supprimé le quota de ce produit à la fin de 2001, et qu'est-ce qu'on a vu? Un bond énorme des exportations venant de Chine, alors que tous les autres pays avaient une stagnation de leurs exportations. Et l'autre observation tout à fait importante qu'il faut noter, c'est que parallèlement, les prix se sont pratiquement effondrés du fait de la pression très forte exercée par la Chine sur le marché. Les prix ont baissé de plus de 25%. Et aujourd'hui, la Chine occupe les 3/4, 75% à peu près, du marché européen pour ce produit. Donc ça vous donne une assez bonne idée de ce qui va se passer bientôt. Quel est l'impact dans les autres domaines? Bien entendu, sur l'emploi. On considère, plusieurs cabinets ont fait des analyses, y compris le mien, qu'environ un tiers des entreprises, notamment les entreprises de sous-traitance, va être sévèrement affecté par le démantèlement de l'accord multifibre. Alors, un tiers de 2 millions ou 3 millions, je disais tout à l'heure, de salariés, ça veut dire globalement, au minimum, 1 million d'emplois qui risquent de disparaître. Donc je vous laisse imaginer les conséquences socio-économiques et j'espère que tous les
les gouvernements, quels qu'ils soient, vont prendre la pleine mesure des dangers et de la nécessité de faire quelque chose. Il y a encore temps de faire quelque chose, mais le temps presse vraiment. Donc il y aura un impact assez sévère sur l'emploi. Un impact également sur les prix. Les dernières statistiques fournies par l'Union européenne sur les importations qui viennent de Chine montrent qu'en moyenne, les prix sont en baisse de 15 à 35% par rapport à leur niveau de l'année dernière, à avril 2004. Donc en avril 2005, c'est entre moins 15 et moins 35% par rapport à avril 2004. Et bien entendu, ceci va avoir un impact important, d'une part sur le marché. On peut considérer on peut espérer que ça va provoquer une augmentation de la consommation, parce que les consommateurs vont trouver des produits meilleur marché, mais ça va aussi, et ça c'est le côté moins sympathique, provoquer une pression formidable sur les marges industrielles. Et vous voyez déjà certainement les distributeurs, quand ils viennent vous voir, qu'ils veulent passer un contrat avec vous, eh bien, ils cherchent à vous imposer des prix qui, souvent, sont inférieurs à votre propre prix de revient. Donc c'est une situation qui devient, à la limite, intenable pour les producteurs. Impact également sur la distribution. Vous savez qu'en Europe, la grande distribution, notamment les grandes chaînes, Zara, Mango, H&M, etc., se développent assez rapidement. Elles vont, bien sûr, continuer à se développer grâce à ce démantèlement des quotas, parce qu'elles vont pouvoir très librement aller faire du sourcing en Asie. Donc tout ceci va se faire au détriment de la distribution dite traditionnelle. Impact également sur les stratégies de marketing, dans la mesure où, dans pratiquement tous les pays, et pas seulement en Europe ou en Méditerranée, on va s'orienter vers des stratégies dites de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on va essayer de fabriquer des produits dans lesquels la valeur ajoutée sera plus importante. Alors une erreur généralement commise consiste à penser que des pays comme la Chine vont continuer à fabriquer du jean au kilomètre. Bien entendu, ils vont continuer à le faire. Mais ils se tournent également de plus en plus vers des productions haut de gamme, moyen et haut de gamme. En janvier, une étude a été publiée par le Hong Kong Trade Development Council indiquant que 40% des entreprises chinoises étaient actuellement en train de développer des stratégies de marque, de leur propre marque, en essayant de les vendre au niveau international. Autre exemple, la Thaïlande vient de créer un centre pour le développement du design et de la technologie en habillement, pour éviter de rester à un niveau bas moyenne gamme et essayer de tirer le maximum d'argent des marchés. Quelle conclusion peut-on tirer? Bien, la première conclusion, c'est bien entendu qu'il y a de lourdes menaces qui planent sur le secteur. Vraiment de très très grosses menaces. Et il ne faut surtout pas penser que les mesures de sauvegarde, si elles sont prises, dont on parle actuellement à Bruxelles depuis un mois, vous le savez, on dit on va remettre des quotas contre la Chine, il ne faut pas penser que ces mesures, si elles sont prises, permettront d'arrêter le flux des importations qui viennent d'Asie. Ces mesures ne seront que temporaires et limitées dans le temps et de portée économique limitée. Et en réalité, je crois que l'on peut affirmer que la seule protection pour les industries du textile et de l'habillement de Méditerranée, celle d'Égypte, c'est la compétitivité. Il faut être excellent, il faut être compétitif et donc faire toute une série d'efforts pour que les distributeurs aient envie de venir vers vous et envie d'acheter vos produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être très bon en termes de rapport qualité-prix, il faut être très bon en termes de
réactivité, de ponctualité, et il faut aussi, je voudrais insister là-dessus, que les entreprises s'orientent vers de nouvelles fonctions. Alors, dans certains pays méditerranéens, comme la Tunisie ou le Maroc, il y a une tradition d'activité de pure sous-traitance. Il est bien évident que les entreprises de pure sous-traitance, c'est-à-dire celles qui n'ont que leur salaire à faire valoir dans la compétition internationale, seront rayées de la carte, purement et simplement, face aux Chinois ou face aux Indiens. Donc, en réalité, il va falloir déplacer l'offre. Et déplacer l'offre, pourquoi? Tout simplement parce que les grands distributeurs aujourd'hui veulent avoir des partenaires industriels qu'ils appellent des développeurs, c'est-à-dire des entreprises qui sont capables à la limite de concevoir un produit, ou en tout cas d'adapter un produit, de faire toutes les opérations de coupe, de gradation, de mise au point, enfin toute une série d'opérations de valeur ajoutée, et pas uniquement, et bien sûr avec une logistique très performante, et pas uniquement des assembleurs de tissus, ou ce que l'on appelle dans la presse des colleurs d'étiquettes. Donc il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, il y a des nouvelles demandes qui sont formulées par la grande distribution, et si vous êtes capable de vous adapter, c'est-à-dire de déplacer votre offre pour rencontrer cette demande, eh bien vous aurez toutes les chances non seulement de conserver vos parts de marché, mais même de les augmenter. Alors, comme vous l'expliquera tout à l'heure M. Zakharopoulos, qui est un spécialiste de la question, le changement d'activité est un processus difficile, notamment au plan financier. Il y a des coûts, des besoins de financement qui sont multipliés par des facteurs 7 ou 8. Donc, les conclusions que je voudrais apporter, c'est premièrement que les pays méditerranéens doivent développer des stratégies qui les font sortir de cette activité de sous-traitance pour aller vers des activités de fabrication de collection, de services spécialisés. La quick response, c'est quelque chose qui est très très important. Ce qui fait par exemple le succès de Zara, que tout le monde connaît, c'est le fait qu'ils sont capables de changer les produits tous les 15 jours dans les boutiques. Comment ça se fait ça? Eh bien, uniquement parce qu'ils ont des partenaires qui sont capables de réagir extrêmement vite. Si vous êtes capable de réagir très vite, vous gagnerez des marchés auprès de ces grandes chaînes de distribution qui aujourd'hui contrôlent pratiquement tout le marché européen. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la question du partenariat euro-méditerranéen. Depuis des années et des années, on nous tient des discours sur ce thème. Nous disons, dans tous les pays, nous disons, mais il faut renforcer cet espace euro-méditerranéen parce que c'est la solution aux problèmes posés par la mondialisation des marchés. Si vous regardez bien ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, vous observerez que pratiquement rien n'a été fait de concret. Et donc, moi, si j'ai un seul message à donner, et demain je participe à des réunions dans un autre cadre franco-égyptien, ici au Caire, c'est un message que je vais répéter. S'il n'y en a qu'un seul, c'est de passer du discours aux actes. Il est plus que temps de soutenir fortement les efforts de modernisation, d'investissement dans tous les domaines des entreprises. Et non pas de dire sur un mode incantatoire, il faut créer un espace euro-méditerranéen. Non, ça fait plus de 10 ans que l'on sait que ce qui arrive aujourd'hui devait arriver, et pratiquement au niveau de la Commission européenne et de beaucoup de gouvernements, on n'a pas fait grand-chose, pour ne pas dire rien. Et quand je parle de partenariat qui doit être amélioré, je veux dire que il y a des points d'application très importants. Par exemple, modifier les règles d'origine pour permettre à un confectionneur marocain d'utiliser des tissus égyptiens sans perdre le bénéfice de l'origine préférentielle,
Aujourd'hui, c'est un système qui ne marche pas. Pourtant, une décision politique a été prise à Palerme en 2003, en juillet 2003. C'est toujours pas mis en œuvre. Pourquoi? On ne sait pas. Et je trouve ça absolument, je ne vais pas dire scandaleux, mais presque, quand on mesure les risques énormes pour ce secteur et pour la population des pays dans lesquels il se trouve. Donc il faut mettre, je vais dire brutalement, il faut mettre le paquet, il faut une aide massive. Bon, d'abord, les entreprises doivent se prendre par la main. Elles doivent d'abord compter sur elles-mêmes. Il faut y avoir une véritable mobilisation, mais il faut adapter leur environnement économique et réglementaire. Donc, une des premières choses, c'est de modifier les règles d'origine. Si ça intéresse certains d'entre vous, je pourrais donner les détails, mais je n'ai pas le temps maintenant, je crois. Ensuite, je voudrais suggérer qu'il y ait un véritable programme européen en faveur du textile et de l'habillement pour aider les entreprises des pays méditerranéens à se mettre à niveau et à s'adapter à cette nouvelle donne. Quand on en parle à Bruxelles, on nous écoute avec beaucoup d'attention, mais il ne se passe rien. Alors je crois qu'il faut vraiment avoir une politique de communication sans doute beaucoup plus active pour obtenir la mise en œuvre d'un tel programme qui devrait notamment porter sur la formation, en particulier tout ce qui touche à l'innovation et au design, l'introduction des nouvelles technologies, la maîtrise de l'information, ce que l'on appelle business intelligence, la création, le développement de marques, etc. Et le troisième point que je voudrais évoquer, c'est le renforcement de la coopération sud-sud. Vous savez, le président a indiqué tout à l'heure que je préside un cercle euro-méditerranéen qui rassemble des grands distributeurs et des industriels du bassin méditerranéen. Eh bien, je constate que ces grands acteurs professionnels voudraient, pour la plupart, trouver des partenaires. Par exemple, j'ai en tête des noms d'industriels marocains, tunisiens, qui disent, tiens, on aimerait bien avoir un partenaire en Égypte, ou on aimerait bien avoir un partenaire en Algérie, etc. Et ça ne se fait pas, pourquoi? Essentiellement, bien sûr, il y a des problèmes de réglementation, mais essentiellement parce qu'il y a des déficiences au niveau de la communication et de l'information. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous, au niveau du cercle euro-méditerranéen, nous allons essayer d'apporter notre contribution à l'amélioration de cette situation. À tout hasard, et ce sera le mot de la fin, vous noterez que notre cercle a un site internet dans lequel vous pourrez trouver des informations qui seront peut-être utiles. Donc, grave menace et nécessité d'une mobilisation de tous les acteurs méditerranéens. Quand je dis tous les acteurs, c'est les industriels, leurs salariés et bien entendu les gouvernements et les administrations, avec l'appui européen. Je vous remercie pour votre attention. الشكر لمسيو جين فرانسوا لدانتور على هذه المحاضرة القيمة. ويمكن احنا الجلسة الافتتاحية اتكلمنا على تحدي إلغاء الكوتا في العالم خاصة من يناير 2005. وعجبني كلمة، وانا قلتها يمكن الطوفان، فهو لك الفيضان الآسيوي. الفيضان الآسيوي الممثل في الصين، بنجلاديش، الهند، الكبار اللي هم جايين يعني. وشفنا طبعا نصيب الصين وطالع زي الصاروخ، هو وبنجلاديش في أوروبا.
ونصيب تونس والمغرب في نزول في السنين الأخيرة، وطبعا مصر أقل منهم بكثير، فيمكن ما تبانش حتى على خريطة الأرقام. فده طبعا الانخفاض ده تهديد كبير جدا للمنطقة بتاعتنا، وبالتالي طبعا مش بس تأثيرها على الدخل وخلافه، ولكن تأثيرها على التشغيل والبطالة، يعني طبعا صناعة كثيفة الأيدي العاملة. فده طبعا من الحاجات المهمة جدا. فإذا ما لحقناش نفسنا زي ما كنا بنقول الصبح، يبقى إن شاء الله برضه نتمسح من على الخريطة وانتهت القصة بتاعت المنسوجات دي من المنطقة. هو الحقيقة يمكن قال فيه رسالة جيدة هو قالها، وقال لك يعني ان الشراكة اليورو ميديترينيان معمولة لفترة ما شفناش منها نتيجة، يعني حتى انقاذ هذه الصناعة. مع واجب على الشراكة ان هي الشراكة الأوروبية ان هي تساعد الدول البحر المتوسطية في ان هي تنهض بصناعتها، يعني سواء تقديم تكنولوجيا جديدة، سواء استثمارات جديدة، سواء بتدريب، سواء بتوزيع، أساليب كتيرة جدا في هذا الموضوع. وده أحد الموضوعات الحقيقة اللي يجب علينا كعرب، لنا برامج مع أوروبا كمشاركة إن احنا ننبه إلى هذه الواجبات. يعني الشراكة بس ما تبقاش من طرف واحد، يعني مش من طرف واحد سيد ومسود، يبقى في سيد وسيد، يعني ما هي مصلحة بتبقى مشتركة، ده معناها كده. ولهذا الأساس ده بيحتاج طبعا مننا ان احنا حكومتنا وصناعاتنا والقطاع الخاص بتاعنا ان هو يصرخ ويصوت ويحتاج على هذه العملية، بحيث ان اوروبا تقوم بواجبها نحو هذه الصناعة. يمكن الورقة دي كلها بتبين ان هذه الصناعة الى افول، السوق الى افول. انا ما بقولش الصناعة الى افول، السوق الى افول، لان الترند كله نازل وبعنف، يعني بشكل سيء يعني. فيعني ده احد thank you very much for this nice statement and very informative good information.